Ceux qui croient bien connaître l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale seront étonnés d'apprendre la participation de 20 000 travailleurs ONS indo-chinois et de 15 000 soldats d'origine paysanne, mobilisés pour soutenir l'effort de guerre de la France en 1939-1940. Avant juin 1939, alors on a vu des pancartes, des affiches plutôt. C'est marqué « Votre mère, patrie, est en danger. Votre devoir est de l'aider ». En parlant français là. Alors nous, comme moi, j'étais à l'école française aussi, avec tout ça, ça sonne un peu. Ça touche les oreilles, eh bien, je suis d'accord pour aller. Mais ça donne l'occasion d'aller voir la France. Nous, les interprètes, et avec des dignitaires de là-bas, qui viennent dans des villages. Et puis, dans le village, là, il y a une vingtaine de personnes, une vingtaine de familles. Dans 20 familles, il faut 20 personnes. Hein? C'est une obligation. Il y a des familles qui ont 3-4 enfants, et l'aîné, il a déjà 35 ans, supposons, et il a 3-4 enfants, il ne veut pas partir comme ça. Il est comme ça. Le second ou le dernier qui doit le remplacer, pour que lui, il a déjà 4 enfants à la maison. Alors, c'est plutôt un jeune qui vient. Et il y a d'autres familles, il n'y a pas de jeunes qui remplacent l'aîné, eh bien, il est obligé d'aller. C'est pour ça, à l'époque-là, on a des gens qui sont de 30-35 ans, qui est dans notre campagne. Réquisitionnés par la Compagnie des chargeurs réunis et les messageries maritimes, le Yangtze, le Cap Padaran, le Sonte, le Yalu, le Kiang, le Maréchal Joffre ou encore le André Lebon vont transporter les 20 000 hommes, travailleurs indochinois d'appoint, comme l'administration les nomme. Un long périple vers cette France tourmentée, en guerre, très vite défaite et occupée. Du mois d'octobre 1939 au mois de mai 1940, des ports de Haiphong, de Turan et de Saïgon, 14 navires appareillent pour la France. Mon père, d'abord, avait eu la chance d'avoir un petit couchage dans la bibliothèque du colonel, qui était un ami de mon grand-père, mandarin, et qui avait dit « Bon, je te confie mon fils ». Il a pu, pendant sa traversée, avoir une façon de vivre plus agréable que ses compatriotes qui étaient, je ne dirais pas dans la cale, mais presque. Et il a pu même lire pendant 48 jours, puisque la traversée a duré ce temps-là. Mise à disposition des industries de la défense nationale par le service de la main-d'œuvre indigène, la MOI, les 20 000 travailleurs indochinois sont répartis en 73 compagnies. Après 2 semaines d'attente à Marseille, ils sont disséminés dans les usines d'armement de toute la métropole. Ils vont alors découvrir un monde industriel aux pénibles cadences de travail. Ils venaient, la plupart, non pour combattre, mais pour faire tourner les usines, puisque les Français étaient partis pour la guerre. On les affecte surtout dans une poudrerie où ils doivent fabriquer des obus, je crois. 22 juin 1940. Après 10 mois d'une drôle de guerre, la France est défaite. Les compagnies de travailleurs indochinois se replient en zone libre. La défaite de juin 1940, c'est aussi la perte de l'empire colonial français. Les voies maritimes vers l'Asie étaient coupées sous la menace des redoutables sous-marins allemands. La France ne recevait plus de riz. C'est alors que l'État français de Vichy prit une initiative de haute importance. Utiliser la main-d'œuvre indochinoise disponible sur place pour acclimater la riziculture en France. La France avait organisé des camps dans le sud de la France où les gens croupissaient de misère. Et mon père a dû être le seul haut fonctionnaire de Vichy à aller voir ce qui se passait dans les camps. Il est allé visiter 2 camps dans le sud de la France parce qu'il savait en particulier que dans ces camps, il y avait des travailleurs indochinois
auquel il voulait accorder une attention très particulière du fait de son séjour de 10 ans en Indochine. Donc c'était des baraquements assez succincts qui étaient plantés sur le sable. Les gens certainement avaient fait ce qu'ils avaient pu, mais la France en 1941 n'était pas riche, avait beaucoup de problèmes, donc la nourriture était insuffisante, l'habillement était insuffisant, et puis alors les travailleurs indochinois, ils supportaient très mal le climat français. C'était des gens qui avaient toujours vécu dans des pays chauds. Comme ils n'étaient pas du tout adaptés au climat, ils attrapaient des tuberculoses, et ils étaient en piètre état. Et de ce jour, sa ligne de conduite a été de sortir les gens des camps pour soit leur donner une formation professionnelle, soit les diffuser dans l'agriculture. Et c'est pourquoi mon père a eu l'idée de les affecter à une culture dont ils avaient l'habitude dans leur pays, c'est-à-dire la culture du riz. Alors pourquoi a-t-il pensé à la culture du riz? Il s'est trouvé qu'un jour, il accompagnait son ministre, René Belin, pour faire des conférences à Marseille, justement pour le chômage. Et pour une fois, ils n'étaient pas en train, mais en avion. Et ils ont survolé l'estuaire de la Camargue. Et mon père s'est exclamé à ce moment-là, mais la Crau et la Camargue sont des zones totalement inexploitées. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de projet d'envergure? Vous avez 50 ans de retard par rapport à la Cochinchine. C'était évident que c'était un pays qui était fait pour la plantation du riz. Bon, alors mon père, si vous voulez, a été un petit grain de riz qui a relancé la plantation du riz en Camargue. Sur les 20 000 Indochinois, 500 vont être affectés dans les masses de Camargue à la culture du riz. Exempté de charges sociales, le coût de cette main-d'œuvre est avantageux. L'indemnité journalière versée à un travailleur indochinois représente alors 1/10 du salaire de l'ouvrier français de l'époque. Dans un message rédigé à l'attention des travailleurs indochinois, Henri Maud se veut rassurant. Publié dans l'Écho d'Outre-mer, journal des soldats et des travailleurs coloniaux, ces lignes bienveillantes dissimulent pourtant la vraie nature du régime de Vichy à l'égard de ces travailleurs venus d'ailleurs. Henri Maud, lui, croyait à ce qu'il leur écrivait alors. Acceptez cette épreuve avec courage. Acceptez aussi les restrictions que nous essayons de vous rendre aussi légères que possible. Vous rentrerez un jour en Indochine, riche du pécule que vous avez gagné par votre travail, riche aussi de l'expérience acquise, connaissant... Mon père avait obtenu un salaire pour les travailleurs étrangers. Et ça, il s'est battu pour ça. Alors, est-ce que le salaire leur a été versé? Ce que je sais, c'est que de toute façon, ils avaient un salaire sur place et qu'on leur avait proposé de garder une partie de leur salaire qu'on leur aurait rendu au moment où ils seraient rentrés en Indochine. Un salaire collectif indigent et des Indochinois sans immatriculation sociale et donc sans droit. C'est ce que confirmera Michel Charasse, ministre du Budget, en 1991, dans une lettre au porte-parole du comité de soutien aux anciens travailleurs. De manière générale, les travailleurs indochinois n'ont pas, à l'époque de leur réquisition, été affiliés au régime général de sécurité sociale et n'ont donc pu, de ce fait, acquérir un droit à pension. Rien n'a ainsi été prévu pour ces travailleurs au titre du droit à pension pour les services accomplis en tant que travailleurs requis. 25 ans après, la question reste toujours sans réponse. Quant au livret d'épargne, nul ne sait ce qu'ils sont devenus. À la souffrance physique s'ajoute la souffrance morale de l'exil. S'ils aspirent tous à un rapatriement rapide, celui-ci tarde du fait de la désorganisation de l'après-guerre et des événements d'Indochine. Il ne commencera qu'en 1946 pour ne s'achever qu'au début de l'année 1952. Ils seront 2500 environ à rester définitivement en France. Ils vont s'y marier, y fonder des familles. La plupart de ces hommes mis au service de la France durant la dernière guerre mondiale
et qui ont cultivé le riz en Camargue pendant leur exil forcé de 10 ans, sur le sol de France, ont presque tous disparu. Que savent aujourd'hui, 70 ans après les faits, les descendants, enfants et petits-enfants de cette histoire? De l'infortune d'un grand-père qui n'a pas transmis, d'un aïeul qui n'a rien dit, pas même à sa propre épouse rencontrée au cours de ces années au goût amer. Presque rien, juste des bribes disparates, les morceaux d'un puzzle que les descendants n'arrivent pas à placer. Un livret colonial, des notes dont ils comprennent à peine la signification, des photos aux visages et aux lieux inconnus qu'ils espèrent peu à peu apprendre à décrypter et à comprendre.